of a few of the organizations that are working on the front lines to take on gender injustice. We will begin with opening remarks by two globally renowned champions of gender equality. Next, we will hold a lively dialogue among pioneering women's rights organizations, all members of the Legal Empowerment Network. Our featured speakers engaged in a participatory research project on tackling violence against women during the pandemic, whose preliminary findings we will explore together. We will end with closing remarks from two leading voices on the fight for gender justice, equality, and inclusion. To provide us with our opening remarks, it is my honor to introduce Ms. Mary Robinson, the first woman president of Ireland, former UN High Commissioner for Human Rights. She is a passionate, forceful advocate for gender equality, women's participation in peace building, human dignity, and climate justice. Thank you so much for joining us, Mary. Please go ahead. Thank you very much, Abigail, and greetings to all of you. I'm delighted to be joining this event today, and I'm surrounded in this virtual space by such inspiring feminists and human rights champions. As we focus on the lived experience of women and girls around the world, I'm reminded that although this conversation is virtual, the issues that we're talking about are very, very real. I thank the organizers of today's event and all those who've supported the Commission on the Status of Women over the years for making this vital discussion on access to justice possible. I think all of us participating know how important it is to talk about access to justice, particularly for women and girls. A key part of the 2030 agenda is the need to address the global justice gap. A necessidade de abordar. She just muted, hold on. Hold on, Mary. Hold on one second. Hear me now? Yes, we can hear you now. Great. Okay. So So 5.1. start with the key part of the 2030 agenda. I'll go back to that, will I? Yes, please. Yes. A key part of the 2030 agenda is the need to address the global justice gap, the 5.1 billion people who have no effective access to justice. For too many, a gulf exists between the promise of justice and the realities, their realities on the ground. Crises are never gender neutral, and COVID-19 is no exception. Violence against women has increased. Women are losing their livelihoods faster than men. Millions of women carry a disproportionate responsibility for caregiving. The United Nations uses the phrase, build back better, but frankly, I don't believe that we should go back at all. Now is the time for us to build forward. We need to build forward for justice, for equality, and for sustainability. Justice systems should be refocused on the expressed needs of women, on ending violence against women and girls, on family issues, including divorce and inheritance, and on those parts of the legal system that can prevent women from earning a decent living. Justice is an essential service. But while some countries have taken steps to ensure virtual access to courts and continued protection through extension of judicial orders, others have failed to meet the growing needs of women. And I think that's borne out in your research. I was very interested to see that a lot of the official systems seem to break down just because of COVID, the official access to justice. In these turbulent times, I've been impressed by grassroots organizations stepping up to support the most marginalized. For example, during a pandemic lockdown in Guatemala, the Women's Justice Initiative used radio broadcasts to amplify essential information on reporting violence and accessing justice. By utilizing radio technology with widespread coverage, they reached 100,000 indigenous peoples across the country. In India, the My Choices Foundation, under the banner Operation Peacemaker, deployed police support. COVID-19 has changed the way grassroots justice organizations operate. They could have given up in the face of such challenges, but they have not. They have adapted. Shortly, we will hear from our panel about the critical work being done to support women who experience violence
during COVID-19. Their organizations have collaborated on a participatory research project where, together, they are striving to provide guidance on how legal empowerment can build people-centered institutions focused on ending violence against women and girls. Grassroots organizations are often the first and only responders to injustice. They're trusted by local populations and are able to reach communities where governments can't. This is why the elders, along with other non-funding partners, launched the COVID-19 Grassroots Justice Fund. During this pandemic, the fund provides a lifeline to grassroots organizations in the form of flexible, rapid response grants. As of today, over 400,000 has already been distributed to 30 organizations around the world. However, it's also vital that governments prioritize justice in their COVID-19 recovery plans. The pandemic has laid bare manifold failures that require long-term investment and sustainable solutions. Governments must ensure that addressing the intersecting issues faced by women and girls are at the center of their recovery planning. Last year, we marked the 25th anniversary of the landmark Beijing Declaration and Platform for Action. We've made some progress on the promises made, but nowhere near enough. The Generation Equality Forum will be launched, as you know, in Mexico at the end of this month, culminating in Paris at the end of June. We have an opportunity to secure a set of concrete, ambitious, and transformative commitments to achieve immediate and irreversible progress towards gender equality. For too long, access to justice has been the preserve of the privileged few. Our generation equality must have access to justice at its very heart. Justice is in itself a right, but it is also an enabler of all. Car pourquoi un seul droit, mais également une possibilité de tous les autres intérêts. Merci beaucoup. Et ensemble, nous devons placer les femmes et les jeunes filles face à la justice pour une réponse de COVID-19. Merci beaucoup et je suis vraiment très animée. Merci beaucoup, Mary, pour tes observations qui nous inspirent tellement et nous informent autant. Maintenant, nous allons entendre le docteur Nadine Gassman de l'Institut national des femmes du Mexique qui travaille pour que les droits des femmes puissent avancer. Nadine, tu as la parole, s'il te plaît. I was being bilingual. Good morning, buen día, buenos días a todas y a todos. Realmente me congratulo también de que estemos celebrando este pan. J'aimerais vous féliciter et j'aimerais également remercier l'invitation parce que je suis certaine que le travail des organisations continue à être très important et l'exercice pour les droits humains, outre d'améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes filles du monde entier, ces avancées, ces pas en avant que nous avons réussi à donner représentent une opportunité pour que les gouvernements puissent travailler avec des associations de collaboration ou avec des partenariats et reconnaître également les contributions essentielles dans ce chemin que nous partageons pour pouvoir atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les régions, dans toutes les municipalités, dans toutes les communes. C'est un appel qui surgit à partir de la conférence des populations en développement qui s'est tenue au Caire en 1994 lorsqu'il a été convenu qu'il y aurait un agenda, un ordre du jour pour qu'il y ait des changements quant à la condition des femmes concernant la santé reproductive, la sexualité et les conditions de soins. Et par conséquent, les femmes ont été des actrices principales et ont discuté
tout ceci avec la collaboration de la société civile. Ce serait difficile ou impossible de mettre en place tout ce qui avait été convenu. Par conséquent, on a dit que des situations de collaboration soient instituées et que les niveaux de gouvernement devraient profiter de l'expérience qui avait été accumulée et dans des conditions d'égalité pour qu'elles puissent continuer avec la mise en œuvre du programme. Aujourd'hui, face à la pandémie qui a été provoquée par le COVID-19, il nous faut retourner à ces conditions pour essayer de trouver des solutions à cette situation qui nous touche d'une manière beaucoup plus sévère et grave encore les femmes et les jeunes filles. Par conséquent, il faut collaborer avec les organisations des femmes. Nous sommes en train de travailler dans ceci. Probablement, cette recherche globale profite de l'expérience, des expériences et des organisations des femmes en Europe de l'Est, en Asie de l'Est, en Amérique latine, pour pouvoir répondre aux situations des femmes pendant la pandémie. Par conséquent, l'objectif que les 19 organisations qui participent de ce projet de réseau au sujet du leadership de la Thémis, etc., à la tête avec Thémis, une organisation brésilienne que je connais, que j'admire énormément, d'Afrique subsaharienne et de la Macédoine du Nord. Ce que nous avons fait, c'est d'analyser les réponses institutionnelles des femmes, surtout celles face à la violence de genre, ainsi que les rôles des organisations de la défense pour réduire la défense, pour améliorer la prestation de services et également exiger une reddition de comptes. Par conséquent, une collaboration qui a été très importante a été le fait d'analyser des pratiques innovantes de collaboration qui pourraient être appliquées face pendant la pandémie, après la pandémie, pour que nous puissions avancer dans le sens d'avancer vers la justice pour les femmes et pour les jeunes filles, pour faire face à la crise de violence contre les femmes qui a empiré pendant la crise dans les pays qui ont été analysés. Par exemple, l'Organisation des femmes mexicaines ont organisé ceci. Il est important de dire que le service de soins dirigé aux femmes victimes de la violence ont été finalement déclarés comme étant des services essentiels et n'ont pas été interrompus pendant la pandémie. Donc, au Mexique, nous sommes en train de renforcer la recherche et l'enquête pour inclure des services en ligne et que les victimes puissent éclaircir les situations qu'elles sont en train de subir et que ceci puisse passer, que ce soit à travers l'Internet ou à travers les radios communautaires pour celles qui n'ont pas l'accès à l'Internet ou aux lignes téléphoniques puissent faire des réunions d'information au sein des communautés les plus marginales, un suivi aussi et un suivi psychologique des femmes victimes de violences pour que l'on puisse renforcer les efforts et également trouver des lieux, des points où elles pourraient être aidées à un niveau local pour pouvoir multiplier les efforts. Une autre chose, un autre point très important que nous avons utilisé pour augmenter notre collaboration institutionnelle avec les sociétés civiles a été ce forum pour générer de l'égalité, pour que puisse pour obtenir de l'égalité qui a été, c'est la première étape en réalité d'un processus qui va suivre qui va continuer au mois de juin et de juillet en France. Il y a 26 ans, il y a eu la conférence mondiale sur la condition de la femme à Pékin et il faut
accélérer tout ceci pour pouvoir obtenir l'égalité de genre à travers des mécanismes d'action et la constitution d'un groupe de pays d'amis. J'aimerais vous inviter pour que vous vous inscriviez, pour que vous participiez et j'espère que vous vous inscriviez sur le site pour l'égalité de genre, que vous vous inscriviez sur ce forum. C'est très important pour pouvoir atteindre l'égalité entre les genres. Merci beaucoup. Muito fácil ouvir We'll tem que mudar aqui. Merci beaucoup. Que fale de Merci beaucoup. Maintenant, je passe la parole à la cofondatrice Je passe la parole maintenant à notre orientatrice populaire qui a fourni des actions collectives. Qui a passé à des actions collectives. Ah, ok, deu certo. Bonjour à tous. C'est un plaisir que d'être ici avec vous dans cette réunion, faire partie de cette réunion. Nous sommes très contents de pouvoir participer à partir du Brésil pour la justice en avant pendant la pandémie. Nous faisons partie de Temis, une organisation du Brésil. Aujourd'hui, Cadê o relógio? Cadê o relógio que eu vi lá? Global Legal Empowerment Network. Meio-dia 35. Tem que comprar por aí, meio-dia 40. Meio-dia 40 você entra. Isso. Nous avons le plaisir de travailler avec 19 organisations qui ont collaboré avec nous. Nous avons des associations du Sud-Est asiatique, de Bulgarie, de l'Afrique subsaharienne et également d'Amérique latine. Aujourd'hui, nous allons voir de quoi s'agit cette initiative. Nous avons le résumé, nous avons fait le résumé, mais en fait, ce que nous allons voir aujourd'hui est en rapport avec la participation de chacune d'entre vous pour cette initiative et de ceux qui ont participé. Je voudrais vous dire que tout ceci, la pandémie, exige des propositions gouvernementales. Je voudrais vous dire qu'il y a des différences dans les pays. Il y a des pays qui ont des conséquences, qui ont subi des conséquences beaucoup plus importantes à cause du contexte politique et du contexte local. Et ainsi, dans cette scène, la violence fondée sur le genre a été une question très importante, surtout en ce qui concerne avec la violence fondée sur le genre, et bien que les contextes soient différents, nous voyons que les femmes font face aux difficultés. Nous voyons que les entités de l'État ne fonctionnent pas, les audiences judiciaires ont été rapportées, ont été annulées, ont été complètement fermées et par conséquent,
ce qui a été très difficile concernant tout ce qui était les lois pour, par exemple, la question de la violence contre les femmes, mais parce que la justice ne fonctionnait que pour des questions de garde d'enfants ou d'autres choses comme ça. Et ainsi, dans ce contexte, malgré les défis que nous voyons, ce que nous voyons, c'est que les entités de la justice dans la plupart du temps, n'ont commencé à fonctionner qu'à partir d'ordonnances de la justice. Dans la plupart des, la plupart des pays, les services de la justice étaient fermés sans aucune prévision de service pour pouvoir rendre plus facile l'accès à la justice. Petit à petit, les services de la justice ont commencé à établir des audiences en ligne sans la protection adéquate pour la femme. Le secteur des droits n'était pas préparé pour ce genre de service en ligne. Et par conséquent, ainsi, de cette manière, nous voyons que les organisations civiles des droits des femmes ont dû soutenir et apporter de l'aide aux femmes pour la résolution de ces services en ligne avec des lignes d'appel direct et avec d'autres activités. La société civile a été a été celle qui a vraiment aidé les femmes lors de cette situation de COVID-19. La violence contre les femmes a beaucoup augmenté pendant la COVID et il y a plusieurs stratégies légales. Il y a par exemple des organisations qui se sont réinventées pour faire une formation en ligne à distance pour que les femmes victimes de la violence contre le genre, nous avons également réalisé des organisations en ligne et plusieurs campagnes à la radio, à la télévision, au sujet de la violence fondée sur le genre. Nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de médiation, de cas de violence fondée sur le genre dans des communautés de la campagne ou même urbaines. Et parmi d'autres défis, ce que nous avons vu, c'est que il y a des expériences de coopération entre plusieurs organisations pour lutter contre dans le cas de l'ordre judiciaire ou d'urgence. Surtout dans ce qui concerne cette question. Comment ces expériences sont difficiles et que ces organisations souhaitent, veulent changer. Nous voulons savoir comment les approches s'utilisent au niveau de la justice pour pouvoir combattre l'injustice ou la violence fondée sur le genre et comment ceci s'est passé pendant la pandémie. Lorsque notre directrice exécutive prendra la parole, nous allons en parler un petit peu plus. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suppose que les femmes viennent de toutes les parties du monde parce que il s'agit d'une question très importante pour nous. Je viens de la Macédoine du Nord. Je fais partie d'une organisation de la société et qui a l'habitude de travailler avec la violence fondée sur le genre et de la violence contre les femmes. Ça fait 25 ans que cette organisation a commencé à faire ce travail pour pouvoir évaluer tous ces problèmes. Nous espérons pouvoir ouvrir le chemin pour pouvoir définir ces phénomènes au sein de notre pays. Cela nous a pris 8 ans, notre lutte, avec une lutte continuelle
travailler toujours avec des structures professionnelles pour pouvoir avoir une base légale appropriée pour pouvoir solutionner les problèmes. Ces 17 ans, nous avons adopté des lois, mais nous ne voyons pas que ces lois aient été appliquées. Par conséquent, l'accès des femmes qui se base sur les problèmes causés par la violence n'a pas été une solution pour les femmes. Les femmes cherchent des soutiens pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Cherchent notre appui pour pouvoir résoudre leurs problèmes et disent que l'accès à la justice doit être amélioré. La réponse institutionnelle n'est pas en mesure d'offrir une protection adéquate aux communautés qui subissent la violence. Et pour résoudre ce problème, les femmes doivent réaliser plusieurs procédures juridiques. Il y a 9 procédures juridiques. Alors, vous pouvez imaginer les charges à payer, les coûts. Les coûts sont très élevés pour les avocats, bien sûr, les émoluments, pour que toutes leurs procédures soient initiées et puissent être finies. Par exemple, une des questions, ce sont des cas de divorce, par exemple. Et pour ces procédures, les femmes dépensent pratiquement 70% de leur salaire mensuel et parfois 3 mois de ce montant, de ce salaire. Donc, ce sont des barrières auxquelles les femmes doivent faire face. Mais ce n'est pas tout. Les femmes, lorsqu'elles décident de résoudre leurs problèmes par l'intermédiaire de la justice, elles ont des coûts à payer, des frais. Il y a également d'autres coûts qui sont cachés et qui vont surgir par l'intermédiaire des dispositifs. Et bien entendu, c'est une barrière pour les femmes. Et très souvent, elles ne sont donc pas en mesure de résoudre les problèmes émanant de la violence de genre. Par conséquent, les femmes en Macédoine qui ont subi des violences, lorsque nous parlons de certaines communautés, la situation est encore pire parce que la dénonciation de la violence est beaucoup moins importante que chez les autres femmes de Macédoine. Donc, certains groupes sont exclus. Ce sont des femmes très pauvres. Spécialement, nous montrons que les systèmes de justice formels pour les femmes en Europe de façon générale, il n'y a que 2% qui cherchent le système judiciaire pour pouvoir résoudre leurs problèmes et leurs questions. Donc, le judiciaire n'est pas accessible à ces femmes-là et à ces groupes. Et nous avons plusieurs stratégies légales, dont une est faire une cartographie des problèmes. Et nous voyons où il y a des barrières et nous voulons savoir comment améliorer ces barrières et créer une base juridique plus juste pour ces femmes. En des situations d'émergence avec la COVID, par exemple, nous avons fait la même chose et nous faisons un suivi et un contrôle de la situation. Et parfois, nous leur demandons d'augmenter le niveau de protection pour ces femmes, pour qu'il y ait également des abordages différents où les femmes puissent avoir accès ou demander une protection sans l'intervention du système juridique à proprement parler. Et nous proposons également
enfin, en raison de la crise de la COVID, on ne peut pas proposer ces services directement. Donc, il a fallu adopter les services que nous sommes en mesure de proposer à l'heure actuelle. Une des solutions, à savoir comment peut-on augmenter notre influence ou comment peut-on permettre à ces femmes de s'informer sur les plusieurs types de violences qui existent. Alors voilà, c'était au moyen d'une plateforme où l'on peut proposer un appui, une assistance, un accueil également sous 24 heures. Et nous avons également supporté, appuyé financièrement des femmes qui ont besoin de notre soutien dans ce sens. Par exemple, payer leur loyer, parfois des frais médicaux. Et nous savons que cette crise de COVID a créé un impact énorme et de façon négative beaucoup de femmes. Dans les communautés, dans certaines communautés, il y a également un réseau de locaux paramédicaux qui proposent des services pour des communautés, certaines communautés en Macédoine. Ces gens-là sont présents sur le champ et aident ces communautés en proposant l'assistance nécessaire aux communautés qui en ont besoin, surtout pendant la crise de la COVID. Ce que l'on propose, c'est une assistance au moyen des paralégaux et également d'autres paralégaux proposent des services pour d'autres communautés comme telles que des ONG, par exemple certaines ONG, et qui proposent toujours une formation et qui apportent une connaissance à toutes les personnes pour qu'elles puissent travailler mieux. Donc une formation, un entraînement social aussi. Et nous avons également d'autres manières. Et nous proposons ces services des paralégaux. Et pour conclure, j'aimerais dire que en tant qu'une organisation qui travaille dans cette fonction, ces organisations nous ont transmis une leçon qui a beaucoup de valeur. Et nous avons conclu que les initiatives des paralégaux est une ressource de la communauté. C'est un effort qui est déployé par la communauté. Et là, il y a une assistance et c'est une manière excellente de proposer, d'offrir un accueil, une assistance et un appui pour les femmes qui subissent des violences de genre. Et on peut compenser également cette impossibilité de l'État d'adopter, de s'adapter à ces situations, disons. Donc, essentiellement, par conséquent, il nous faut aller de l'avant, il faut surmonter ces problèmes et avoir la possibilité de préparer des plans d'assistance et que l'on soit en mesure d'inclure les ressources de la justice, telles que l'assistance des paralégaux, qui sont effectivement nécessaires pour que cette personne ne souffre plus des situations, surtout dans cette circonstance de pandémie que nous vivons maintenant. C'était une expérience très intéressante. Je vais maintenant passer la parole à Imech, qui va nous parler sur l'expérience d'une autre organisation. Merci beaucoup. Donc, les mesures initiales pour attaquer la COVID, à ce moment-là, lors de ces mesures, ils n'ont pas pensé aux femmes les plus défavorisées. Donc, il y a eu un couvre-feu
et beaucoup de travailleurs ont été appelés pour les services essentiels et les femmes qui subissent des situations de violence n'ont pas été classifiées comme des situations essentielles. Donc, les assistantes sociales, les paralégaux n'ont pas été compris là-dedans. Et ici, en Ouganda, elles n'ont pas été en mesure de faire des visites, de faire de la médiation comme nous faisons normalement. Il a été nécessaire de reconfigurer cette approche à la justice. Et malheureusement, comme une partie de notre réponse, ici en Ouganda, nous avons renforcé les structures communautaires et nous avons fait un accroissement de notre rapport. Donc, nous avons fait une formation pour les membres de la communauté comme des paralégaux ou peut-être aussi les volontaires communautaires paralégaux également. Par conséquent, des personnes aussi qui font partie de structures de gouvernance telles que de leaders culturels, des autorités de développement communautaire et même certains membres de la police d'Ouganda. Donc, le long des années, nous avons établi des groupes de personnes qui sont au courant, qui connaissent les questions légales et qui sont au fait des questions humaines et qui sont en mesure de faire du conseil et de la médiation également. Pendant la période de lockdown, ces structures ont été indispensables pour pouvoir faire face et répondre à des situations. Et parfois, quand ces personnes-là ne pouvaient pas voyager jusqu'aux communautés, les paralégaux étaient sur place déjà. Et ils étaient donc en mesure de fournir une orientation, un accueil, un service et faire également des alertes pour des émergences, des situations d'urgence. Donc, au début, on a appuyé donc au moyen de téléphone et de la facilitation du travail également. Et ces paralégaux communautaires ont été notre lien le plus fort, notre link le plus fort. Et avec ceci, nous avons tiré parti de notre rapport avec d'autres structures communautaires pour faire face, pour soulever des défis et pouvoir proposer des services à des femmes qui étaient subies des situations de violence. Et ici, le rapport en Ouganda avec la police a changé. Et pendant le lockdown, chaque lieu, chaque district, dans chacun de ces lieux, de ces districts, le partenariat était différent. Dans le district de Bali, par exemple, le service local n'a pas de véhicule propre. Donc, ils utilisent le transport public, les moyens de transport public. Et avec l'interdiction du transport public, la police était isolée également. La police était toute seule. Et donc, la FIDA a proposé, a offert un transport et faisait le suivi de la police jusqu'aux endroits nécessaires. Et ce que l'on pouvait voir aussi comme un regroupement pour pouvoir travailler les cas. Dans d'autres situations, FIDA a cherché à voir le commandant de la police du district et a demandé d'accompagner la police lorsqu'on aurait besoin de venir à un programme à la radio, par exemple. Et là, la FIDA a pu partager l'information au moyen de cette disponibilité des services d'assistance légaux de la FIDA. Donc, FIDA visitait donc les polices pour pouvoir demander, pour pouvoir savoir quel était le statut des clients. Donc, ce bon rapport avec la police leur a permis de continuer leur travail en utilisant des voitures dans certains districts. En donnant cette autorisation à la FIDA d'utiliser les voitures, les équipes pouvaient conduire jusqu'aux maisons de ces clientes en nécessité pour pouvoir les aider. Donc, la pratique de travailler avec des structures communautaires et en renforçant et en appuyant ces lectures, tout ceci crée une situation où la confiance peut être mise sur le tapis pour pouvoir aider les femmes, pour qu'elles puissent faire face aux situations de violence en temps de crise. Donc, même vers l'avenir, ce sont des structures essentielles et avec d'autres acteurs de la situation communautaire, ce sera très important pour assurer que les femmes subies à des situations de violence soient en mesure d'avoir accès à la justice.
Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons entendre Márcia Soares. Elle est cofondatrice et directrice exécutive de TEMIS, Gender, Justice et Human Rights, genre, justice et droits humains au Brésil. Marcia, s'il te plaît. Bonjour à tous depuis le Brésil. Je veux tout d'abord vous remercier de la possibilité que TEMIS de jouer ce rôle aussi important, de pouvoir être le leader dans cette recherche. Je remercie très spécialement l'équipe technique de TEMIS et les promoteurs, des femmes qui sont très engagées et très vraiment liées à la vie des femmes en situation de violence. Et ce sont elles qui effectivement assurent le bien-être et l'attention à ces femmes, et ainsi que nos équipes et nos collaboratrices. Un grand merci. Cela dit, nous avons une organisation dans la société civile depuis 1983 qui dans l'empouvoirment des femmes, un des principaux aspects pour pouvoir réaliser la justice. Les promoteurs populaires, comme elles sont appelées au Brésil, elles reçoivent une formation très longue, féministe et populaire, et par la suite, elles développent des œuvres communautaires dans les espaces que nous dénominons le service d'information aux femmes. Et ces espaces accueillent des femmes dans des situations de violence et les écoutent. Et ce sont des espaces de dialogue, de prévention à la violence également. Donc, avec la crise sanitaire de toute l'année mondialement connue, n'est-ce pas, tous ces services ont été fermés et il a fallu bâtir une nouvelle méthodologie de travail. Le Brésil le 20 mai, il a marqué la transmission communautaire, ce qu'on appelle la transmission communautaire du virus, et on a déterminé donc au mois de mars des règles de distanciement social au moyen d'une loi, le gouvernement établit quels sont les services essentiels qui doivent rester ouverts. Et d'après la situation d'isolement. Et ceci ne comprend aucun service d'attention aux femmes en situation de violence. Et ceci a créé des conséquences très sérieuses et très graves pour les femmes, parce que les services qui ne fonctionnaient déjà pas très bien ont été carrément fermés. Les services de la justice ont été fermés. Ils ont reçu très partiellement et de façon à distance. Les conséquences, bien sûr, c'était prévisible et observable. Augmentation du féminicide qui est déjà très élevée au Brésil, qui a connu une augmentation de 2% en 2-3 mois. L'augmentation de la violence et les registres, les bulletins les PV qui sont faits dans les polices pour les femmes. Ceci parce que la plupart des fois, ceci exige la présence des femmes. Les femmes ont terminé par être isolées parce qu'elles étaient agressées. Elles ne pouvaient même pas dénoncer la violence qu'elles subissaient. La plupart de ces délits, pour que nous ayons une idée, 23% des délits ont été reportés. Il y a eu une chute nous avons eu une baisse de ces dénonciations de lésions corporelles. Et à cause de cela, ce qui a commencé à se passer, c'est que les mesures de protection d'urgence, qui sont les principales mesures d'urgence pour les femmes qui sont prévues par notre loi, comme par exemple la loi contre les agresseurs, a fini par être réduite. Ces mesures ont été réduites parce que sans une dénonciation formelle, on ne peut pas continuer. Et face à ce scénario, nous avons été dans ce contexte, nous avons dû construire cette méthodologie en créant un partenariat avec le juridique, la justice de l'État du Rio Grande do Sul pour le suivi de ces femmes d'une manière qui puisse se faire pendant la pandémie à distance. Ce n'est pas une action isolée. Cette action a été formalisée à travers des coopérations. Nous avons construit
construit ce modèle de suivi qui implique la justice, la partie judiciaire et également les universités, les promotrices populaires et les réseaux qui fonctionnaient. Par conséquent, il s'agit d'une méthodologie, d'un modèle qui finit par organiser le réseau qui se trouvait à ce moment-là très déconnecté à cause de l'absence d'un service central. Le flux, ce modèle, il commence avec la création d'un groupe de travail, de promotrices populaires qui, elles reçoivent des numéros de téléphone également pour se connecter. Il est établi à partir de là un flux où la justice, la chambre de la violence, pour avoir régulièrement toutes les femmes qui sont passées par ces mesures de prévention d'urgence. Et par conséquent, ils font une sélection de ces femmes et dirigent ces femmes à la promotrice légale de référence, c'est-à-dire qui se trouve à tel endroit, dans tel quartier. La promotrice, à son tour, établit un contact téléphonique. Elle suit la femme, elle lui donne des orientations, des indications et elle nous la dirige à notre réseau de services que nous avons construit pour résoudre les problèmes de ce genre de situation. Cette femme, si elle se trouve dans une situation de risque de vulnérabilité, on lui propose un panier de base avec des aliments. On lui fournit également un moyen pour qu'elle puisse se connecter et qu'elle puisse actionner la police ou même la police judiciaire. Par conséquent, nous faisons en sorte qu'elle soit toujours connectée parce que l'isolement par lequel passent les femmes concernant l'accès à l'Internet est quelque chose de très grave et les place de plus en plus dans une solitude et un isolement complet. Cette femme, par conséquent, la promotrice va suivre ceci. Si elle a besoin d'avoir une aide juridique, nous avons un partenariat avec les universités qui s'occupent de ces femmes volontairement à travers l'assistance juridique gratuite. Si nous identifions le besoin de soins psychologiques pour cette femme, nous avons un groupe de psychologues de l'Université fédérale de l'État de Rio Grande do Sul qui s'appelle une clinique intersectionnelle où plusieurs psychologues de l'université elle-même et du cours de psychologie et des élèves également s'occupent de la santé mentale gratuitement des femmes que nous leur dirigeons. C'est un service qui n'existait pas avant la pandémie, qui a débuté avec la pandémie et nous souhaitons et espérons que ce service continue. Donc, parfois, nous avons des groupes WhatsApp, parfois, ce sont des contacts individuels à travers le WhatsApp. Également, la promotrice légale populaire, si elle considère que cette femme est en risque et l'agresseur se trouve près, elle actionne la promotrice populaire à travers le contact, le téléphone ou autre qu'elle est, et la promotrice actionnera la loi que nous appelons ici la loi Maria da Penha, qui est une loi de protection à la violence contre les femmes. Et ainsi, à travers cette loi, on a le droit de téléphoner à la police et la police peut entrer en action. En 2020, nous avons évalué ce projet et nous avons eu plus de 600 appels des femmes. Par conséquent, c'est très positif. De ces 606,
384 ont été dirigés à la prise en charge des promotrices légales populaires que nous appelons les PLP. Par conséquent, pratiquement la moitié, plus de la moitié. Il s'agit par conséquent d'une expérience qui a débuté, qui est encore assez réduite, qui a débuté dans une ville, la ville de Porto Alegre, qui est la capitale de l'État du Rio Grande do Sul. On l'a mise en œuvre à partir de la première chambre du tribunal de Porto Alegre. Il s'agit d'une expérience formidable et on espère qu'elle soit systématisée, cette expérience, et que nous puissions l'étendre davantage et la déployer. Merci beaucoup. Merci, Marcia. Thank you. Maintenant, nous allons passer au prochain intervenant. Qui est du projet My Choices Foundation d'Inde. Farzana, tu as la parole. Thank you so much for having me here. Good morning and good evening to all the passionate people joined us today in this important conversation. I'm Dr. Farzana, Head of Program. À tous ceux qui se trouvent ici. And I'm honored to be part of this initiative. Pendant cette réunion, je suis le Dr. Farzana de My Choice Foundation en Inde et je vais vous parler maintenant de notre travail. En Inde, la situation de la femme est assez délicate et donc il nous faut. Notre fondation travaille pour pouvoir autonomiser nos communautés et nos femmes par rapport pour leur proposer une vie. At grassroots level, we have hundreds nous avons des conseillers, des avocats, nous avons plusieurs professionnels de la loi judiciaire qui fournissent de l'aide à toutes les personnes qui se trouvent en situation de risque. Nous, de la fondation My Choice, nous avons déployé des stratégies en essayant de les déployer davantage pour pouvoir atteindre et toucher et arriver jusqu'aux femmes les plus vulnérables. Et lors de ces interventions, nous avons des conseils légaux, du soutien, nous avons des avocats et nous sommes en train de travailler avec ce réseau des femmes qui se trouvent en situation de vulnérabilité, qui, dans notre pays, se trouvent dans une situation de mise en marge et de vulnérabilité extrême. Nous avons des partenariats avec plusieurs. Nous avons, comme par exemple, nous avons différentes initiatives avec le programme et nous travaillons Nous avons des initiatives concernant les femmes. Nous travaillons avec des services de police qui nous aident à s'occuper des femmes qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité, surtout les femmes qui se trouvent dans des endroits qui habitent assez loin, qui vivent en marge. Nous avons plusieurs systèmes de prévention. Nous essayons de rendre plus facile l'accès aux femmes qui se trouvent en situation de violence en essayant d'éviter des situations qui soient plus extrêmes et en essayant de les autonomiser davantage. Nous leur demandons également
qu'elles n'acceptent pas des situations de violence contre elles et qu'elles cherchent de l'aide. Nous savons que cela est très difficile pour les femmes qui se trouvent dans une situation de violence. Et comme d'autres panélistes, d'autres intervenants l'ont dit, dans le cadre de la pandémie, les services ont diminué énormément. Et les survivants, celles qui ont survécu, n'ont pas d'espoir. Il est important que nos entités il faut que nous voyions que notre travail est quelque chose d'essentiel. Nous essayons de réduire les lacunes et les fossés qui existent. J'aimerais partager avec vous le travail que nous sommes en train de mener, que nous sommes en train de mettre en œuvre et comment nous avons réussi chez elles et que nous ne pouvons pas aller jusqu'à elles, nous rendre chez elles. Et par conséquent, nous avons mis en place un système d'appel par téléphone à travers notre base de données pour leur dire que nous sommes disponibles, à leur disposition pour les aider. Nous avons commencé ce service de counseling téléphonique qui comprend des interviews par téléphone et qui renforce les rapports avec les femmes qui se trouvent en situation de vulnérabilité dans des cas critiques. Nous travaillons avec un espace de précaution pour que les femmes ne soient pas dans une, que nous ne les mette pas dans une situation d'insécurité. Nous mettons à leur disposition des lignes de téléphone pour aider les femmes qui se trouvent dans cette situation. Nous nous trouvons dans le sud de l'Inde et nous essayons de mettre en place ce partenariat dans tout le pays en plaçant toute cette question, en essayant de recruter des volontaires avec des cours de formation, des ressources supplémentaires en ligne, parce que la formation en ligne est quelque chose de fondamental. Nous avons 150 bases de données et des partenaires qui travaillent dans la question de la traite des femmes aidant les femmes et les filles qui se trouvent dans des situations de difficulté. La partie la plus difficile est de réussir à mettre en œuvre des interventions, d'aider les femmes par Internet, en ligne ou par WhatsApp, en essayant d'aider les enfants, les filles, les femmes. C'est une tâche assez difficile que nous sommes en train de mener. Nous travaillons au niveau de l'État et à un niveau national pour appliquer les recommandations que nous pouvons envoyer au gouvernement pour que la violence fondée sur le genre puisse être contrôlée. Nous travaillons également très étroitement avec la police pour essayer de former les policiers et les sensibiliser au sujet de comment ces cas s'abordent. On leur donne des données techniques, on les forme, surtout maintenant dans le cadre de la pandémie, pour pouvoir former les policiers et les policiers femmes qui interviendraient dans ces cas de violence domestique. Nous avons par conséquent beaucoup de services paralégaux et beaucoup de services sont liés au gouvernement, comme par exemple les travailleurs de soutien. Ce qui se passe, c'est que pendant la pandémie, plusieurs services ont été interrompus, mais à travers les services qui continuent disponibles, nous avons réussi à donner de l'appui et du soutien et de l'aide à ces femmes. Les paralégaux nous aident également à organiser des groupes en ligne. Nous vivons
ou plutôt nous établissons des liens très étroits avec ces femmes qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité. Et ce que nous voulons, c'est que ces femmes sachent de comment venir nous chercher, comment chercher de l'aide dans une situation dangereuse, que les femmes puissent avoir un endroit où se diriger, qu'elles puissent entrer en contact avec les conseillers, les facilitateurs pour organiser leurs séances de conseil légal, de soutien psychologique et également les prendre en charge en ligne. Ce qui est important, c'est d'utiliser la technologie qui est en notre faveur et nous avons un système qui, dans le cas qu'il ne soit pas possible de faire des contacts physiques à cause de la pandémie, nous utilisons la technologie pour pouvoir donner de l'aide à ces femmes. Ce que nous pouvons faire maintenant, nous pouvons travailler d'une manière en ligne et à distance avec les écoles, avec les enfants des communautés, avec les professeurs des communautés, etc. Nous avons réussi à faire de la formation sexuelle et nous utilisons cette initiative pour mettre à la disposition la plateforme en ligne pour aborder les questions d'abus et fournir des informations à comment prendre en charge et donner de l'aide avec nos champions de la paix. Ces champions de la paix ont réussi à identifier le fossé et la violence de genre et ont réussi à faire quelque chose à ce sujet. Ça a été vraiment formidable puisque dans ce sens, avec cette plateforme, nous avons réussi à travailler avec les paralégaux au niveau de la communauté pour la prévention. Nous avons d'autres stratégies de services essentiels qui touchent la communauté ou qui réussissent à atteindre la communauté. Parce que dans le cadre de la pandémie, il est très difficile que les femmes puissent transmettre un message ou tout au moins partager un message avec d'autres femmes. Mais nous avons réussi à transmettre ce message aux femmes à travers cette plateforme en essayant de déployer davantage ce numéro de téléphone qui est une ligne directe d'urgence pour que les femmes sachent qui appeler dans une situation de violence. Il y a beaucoup de défis que nous devons relever, mais avec l'autonomisation légale et avec ces messages, nous sommes en train d'essayer d'améliorer chaque fois davantage. Merci, Fazana. Donc, nous pouvons commencer. Je vous repasse la parole, mais j'aimerais mettre en exergue qu'il s'agit d'un moment de crise très grave, gravissime. Et un des éléments qui nous sont montrés par cette recherche, c'est qu'il est possible d'y penser comme une méthodologie pour aller au-delà de la COVID, repenser à la justice. Donc, on vous renvoie le ballon et maintenant, je vais passer la parole et je vais vous présenter Liv. C'était vraiment un débat d'une grande inspiration. Je vous remercie immensément. Ce sont des perspectives d'une grande valeur pour cette réunion. Donc, je vous recommande, je vous encourage toutes d'être là, de lire le rapport concernant les recherches qui ont été effectuées par ces groupes. Donc, je vous propose maintenant d'écouter les Torres qui va vous présenter quelques idées de conclusion. Elle est la directrice du Cat Finders Repisco, Justice Finders and Repeaters. Et dans son travail,
elle s'est consacrée, elle s'est dédiée à faire avancer la paix et la justice entre les hommes. Liv, je te passe la parole, je vous passe la parole. Un grand merci. Je vois que toutes les personnes sont dans des pays différents, des fuseaux horaires différents. J'aimerais remercier à tous les organisateurs, à toutes et à tous, d'avoir commencé ce débat et cette conversation. Je remercie également les présentations si importantes et si claires à tous ceux qui participent, à tous ceux et à celles qui participent à cette réunion, et aussi important, et c'est le travail qui est fait auprès de la justice, des organisations de base de la justice, des femmes qui ont assumé le rôle de leadership dans ces activités. Et nous avons été mis à l'épreuve très souvent. On pensait qu'il y avait des défis avant cette pandémie, mais là, on s'est rendu compte que ça s'est empiré parce qu'il y a la COVID qui est arrivée. Et je suis très impressionnée avec le niveau d'innovation des initiatives de tous ceux qui travaillent sur la ligne de face. Toutes les initiatives qui ont été prises, il me semble que rien ne nous arrêtera, ni les problèmes techniques de plateforme, comme dans ce séminaire, où tout simplement on cherche de nouvelles solutions pour des débats comme ceci, pour développer des capacités, formations et pouvoir satisfaire les besoins énormes. Donc, un grand merci à toutes. Un grand merci pour ceci, tout d'abord. Nous savons que les changements les besoins de changement étaient très importants avant la COVID. Je ne vais pas répéter les mots qui ont été dits. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir mettre en exergue, vraiment souligner 3 idées. Mais un tiers des femmes, même avant la pandémie, étaient victimes de la violence, de beaucoup de violences. Beaucoup qui luttaient pour avoir une représentation, un accueil, une assistance, pour être entendus, pour être écoutés lorsqu'on soulevait les questions. Là, on a eu la pandémie avec ces défis qui se sont ajoutés, les lockdowns, les problèmes de violence additionnels et il y a donc ces lacunes de la justice qui ne font que croître. Et nous sommes au courant que ces défis sont immenses. Nous savons que très souvent, beaucoup de nos sœurs sont opprimées. Nous également, nous subissons cette discrimination. Nous savons que cet abîme qui existe dans la justice est énorme et il nous faut y faire face pour pouvoir justement résoudre tous ces problèmes et pouvoir remplir ces lacunes de genre et savoir que les femmes sont essentielles pour la construction de sociétés durables et les défis et les oppositions sont énormes. Mais nous sommes au courant également qu'il y a des gains énormes que l'on peut obtenir et quel sera le chemin pour arriver à une société juste et durable de façon très claire. Et aucun pays va arriver à une société juste si on ne réduit pas cette lacune, si on ne ferme pas cette lacune et si on n'est pas en mesure d'assurer l'accès à la justice aux femmes. Les gains, nous les connaissons et nous savons que les sociétés qui respectent les droits des femmes et qui ferment cette lacune de la justice concernant les genres, nous savons qu'elles sont plus heureuses. Et c'est le chemin pour créer des sociétés plus justes. Nous savons qu'il faut avoir des femmes à la table des négociations lorsqu'il y a des accords de paix. Ce sont toujours elles qui ont les meilleurs rôles, qui jouent les meilleurs rôles. Et nous savons que la représentation de la femme
doit exister dans le monde corporatif et pour le développement de la société et pour les organisations également et pour les performances des sociétés. Et nous sommes au courant également, parce que j'entends vos voix ici aujourd'hui, que nous avons des ressources absolument incroyables. Il faut que l'on s'organise mieux. Il faut que l'on se mobilise davantage. Il faut que l'on se donne de l'appui, que l'on se soutienne à mesure où on avance, comme Mary Robinson a dit au départ. Toutes les crises ont un biais de genre. Donc, il faut qu'on se mobilise conformément à ceci pour être sûr d'être entendu et pour être sûr de recevoir des droits égalitaires et que nous ayons une représentativité à la table des négociations et que la justice soit mise au noyau, au centre de cette récupération suite à cette pandémie. Donc, je vais clore avec certains points que j'aimerais répéter. Combien je suis impressionnée avec le travail que vous faites et combien je vous remercie également de pouvoir faire partie de ce groupe dont Mary Robinson a parlé au début. Et j'aimerais réitérer l'importance également de faire venir la justice jusqu'à toutes les femmes. Ça, c'est l'essence, ça, c'est le pilier sur lequel avec lequel il faut aborder cette lacune de genre et également le développement de la société et la construction d'une nation, d'un pays. Le pays dont je viens, je suis norvégienne et nous sommes très fiers de notre première ministre femme, qui est une collègue du groupe The Elders de Mary Robinson. Elle a été première ministre également et présidente du Brooklyn Commission pour le développement durable. Et elle a été le leader de l'OMS pendant un certain temps. Voilà ce qu'elle nous a dit. Le pouvoir de la femme est une force formidable. Donc, tirons parti, saisissons cette occasion et ce parti, s'il vous plaît. Je vous passe la parole, Abigail. Merci infiniment, Liv. Nous avons Florencia Sotelo, directrice nationale de Access to Justice du ministère des Femmes, Genre et Diversité de l'Argentine. Florencia, s'il te plaît. Bonjour, bon après-midi. Merci beaucoup aux organisateurs de cette manifestation de m'avoir permis de participer. Je suis directrice nationale d'accès à la justice du ministère de la Femme, Genre et Diversité, qui est un ministère qui a été créé lors de l'année 2019. Et justement, il y a cette vision de créer des politiques publiques qui soient en mesure de renforcer l'accès à la justice à toutes les personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Et le ministère de la Justice a été mis en question. Tous les ministères dans le monde entier ont été mis en question du fait de ne pas avoir donné une réponse positive à ces personnes. Et bien sûr, ceci s'est aggravé lors de la pandémie, pendant la pandémie, au moyen de ce lockdown, de ce couvre-feu, comme nous avons entendu dans beaucoup de pays, qui empêche le fonctionnement normal des services de la justice. Et il s'agit d'un droit fondamental. Et il faut partir d'un diagnostic correct, exact, pour analyser les obstacles auxquels les femmes doivent faire face pour avoir accès à la justice. Depuis la création, on a un accès à la justice avec 3 dimensions. La première dimension, c'est l'accès à proprement parler, la possibilité de faire une dénonciation dans un tribunal, devant un tribunal. Deuxième, c'est recevoir un bon service, une prestation de service de la justice. Et troisièmement, c'est ce que nous sommes en train c'est sur quoi nous mettons le focus maintenant, parce que ce qui a été non attendu du point de vue de l'État et qui est lié aux possibilités d'intenter un procès, une action en justice
et ne pas être obligé de l'abandonner faute de ressources, faute d'argent ou ou en raison de l'abandon tout simplement des opérateurs de la justice. Notre justice nous montre qu'il y a beaucoup de défaillances pour les femmes, il y a beaucoup de problèmes pour les femmes, c'est-à-dire d'arriver à la justice. Beaucoup d'entre elles n'arrivent même pas à faire une dénonciation. Et dans d'autres cas, la femme qui arrive à dénoncer, qui arrive à faire un PV, normalement, elles abandonnent ce processus, ce procès avant la conclusion. Et la raison en est que ce phénomène de violence de genre est mondial. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette violence? Il y a une inégalité structurelle, c'est-à-dire il faut renforcer l'accès aux droits économiques sociaux. Et ça, c'est un des aspects essentiels pour que l'on puisse vivre une vie libre de violence. Et au-delà de ceci, et j'aimerais parler sur ce sujet, j'aimerais parler un petit peu plus parce que c'est très lié à ce que nous entendons ici maintenant. C'est ce besoin de l'État de développer des politiques territoriales qui soient plus accessibles aux femmes et LGTBI+, qui puissent présenter de nouvelles formes de travail de suivi que les organisations territoriales et sociales font pour améliorer la situation de ces personnes qui subissent autant de violences. Alors, comment matérialiser ces politiques? Nous partons, pour le départ, il faut avoir une vision, un regard communautaire d'accès, mais il est essentiel également d'avoir un appui émotionnel, un renforcement émotionnel. Donc, il s'agit d'une approche intégrale pour traiter la violence et non seulement le fait de pouvoir avoir accès à la justice. Il faut aborder de façon plus ample tous les aspects et ce suivi ne doit pas être uniquement tourné vers la durabilité du processus, mais il faut commencer avant, il faut commencer en renforçant les organisations qui sont sur le territoire et qui connaissent les situations de violence et savent exactement ce qu'elles sont en mesure de faire et qui peut causer ces féminicides. Le suivi nous a montré que ceci est très efficace, Qui reçoit ces accompagnements, ces suivis? Ces personnes arrivent à avoir moins de difficultés pour avoir accès aux politiques d'État, aux services de l'État. Et très souvent, il y a beaucoup de difficultés pour que ces services arrivent au territoire. Et on a constaté que ce suivi peut aussi avoir un impact sur la tramitation des processus judiciaires. Les femmes qui arrivent à avoir ce suivi, cet accompagnement, arrivent à un processus et elles ont un degré de frustration et d'angoisse réduit. C'est plus ou moins la politique publique que nous avons au ministère des Femmes, Genre et Diversité et nous aimerions partager tout ceci avec vous dans cet espace. Parce que pour nous, nous savons que ceci établit un dialogue avec tout ce qui a été entendu, très enrichissant de toutes les participantes, les initiatives des différentes institutions et partager dans quel aspect, comment nous avons un point de départ qui est commun. Et je pense que là, nous créons les conditions pour pouvoir semer et pour pouvoir améliorer les conditions dans lesquelles vivent les femmes et LGBTI+. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florencia. C'est vraiment très bien de savoir que nous avons une cause avec les gouvernements et les partis intéressés. Pour la clôture, je vais repasser la parole à Denise et qui va demander à toutes nos défenseuses de base, nos défenseurs de base, prononcent quelques mots. Nous allons revenir donc aux leaders de nos organisations avec une question très simple. S'il fallait choisir une seule leçon principale que vous avez appris pendant cette année en faisant face aux risques et aux défis que vous soyez en mesure de partager avec nous. Quelles leçons pourriez-vous tirer de tout ceci et pourriez-vous partager avec nous? Merci.
Je pense que nous avons plus que 2 ou 3 minutes. Nous allons pouvoir clore à temps. Et je vais commencer avec Yasmine Khan. Donc, Yasmine, s'il vous plaît. Ah, il y a beaucoup de leçons à tirer, pas seulement une, hein, mais celle dont j'ai déjà parlé dans mes conclusions, par exemple, comme j'ai dit antérieurement. Mais il faut, je dois dire, me faut dire, lorsque j'ai commencé cette initiative et pour clore cette initiative, je suis très impressionnée par les expériences et je dois dire également la disponibilité des organisations de la société civile et effectivement que ceci soit un pilier des services pour les femmes qui subissent les violences. Et nous, en tant que des secteurs de la société civile, nous présentons et nous proposons cet empouvoirment légal. Nous avons constaté, en fait, que nous pouvons transmettre et adapter ces services à ces femmes qui en ont besoin. Donc, nous avons constaté qu'il y a une force pour adopter et adapter ces services. Malheureusement, on ne peut pas toujours compter sur les institutions de l'État, mais ceci ne doit pas nous décourager parce que nous avons déjà fait face à ces situations antérieurement. C'est ce que nous faisions toujours. Donc, une fois de plus, intensifier nos efforts et demander au gouvernement et aux autorités qu'ils se présentent et que l'on puisse découvrir de nouvelles formes de collaboration, de coopération et de travailler ensemble, travailler avec nous pour que nous soyons en mesure de fournir un service approprié aux femmes qui subissent les violences. Mes collègues de Bulgarie, Bosnie et Herzégovine ont fait preuve qu'ils sont capables de trouver des forces et qu'ils arrivent à travailler avec les institutions pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Mais également, il faut concentrer des efforts dans des changements et demander au gouvernement d'adopter et de respecter les normes des États, surtout en Europe lorsqu'on parle de la Convention d'Istanbul. Mais bien entendu, il y a d'autres documents internationaux également. Donc, nous employons des parties différentes de la stratégie et je suis sûre que nous serons en mesure de donner suite à toutes ces actions dans l'avenir pour toutes ces femmes qui ont subi des situations de violence de genre. Merci beaucoup de vos commentaires, de votre participation dans cette étude. J'espère que nous serons en mesure de continuer. Maintenant, je passe à Farzana de l'Inde. Quelle est la leçon principale que vous avez apprise lors de cette année? Disons que le courage est contagieux. Nous avons l'espoir et la manière que nous avons trouvée pour faire face à cette situation s'applique à tous. Nous adapter à beaucoup de stratégies au début. Lorsqu'on a commencé avec le verrouillage, le lockdown, le confinement, nous ne savions pas comment nous allions continuer. Et par la suite, nous avons commencé à adopter des stratégies. It's a worst and women are suffering so much, but this pandemic has taught us so many lessons. Nous savons qu'en fait, les femmes souffrent énormément, mais cette stratégie nous ont appris beaucoup de leçons, comment on peut collaborer les unes avec les autres, comment nous pouvons nous rapprocher les unes des autres. Et également donner la priorité à nos besoins. Et ainsi, avec cet espoir et avec ce courage, nous pouvons arriver jusqu'aux communautés et chez les femmes. Une autre leçon importante qui a été apprise, c'est comment la société civile, en particulier, les actions qui ont été prises par la société civile avec des organisations de la société civile,
Ces actions ont été exactement pour lutter contre le virus, bien évidemment, et contre la crise sanitaire en premier lieu. Un soutien en masse parallèle pour pouvoir aider les femmes et pour pouvoir leur proposer de l'aide. Je pense que la leçon la plus importante que nous avons apprise à travers ces organisations de base a été que nous avons pu, que grâce à elles, nous avons pu répondre à la crise. Et il nous faut créer et comprendre quelles ont été d'abord les leçons apprises et pouvoir déployer ce que nous avons appris parce que très souvent, les gouvernements se lavent les mains et disent que ça ne correspond pas à ce qu'ils doivent faire, aux actions qu'ils doivent mener. Mais nous devons leur montrer qu'il y a un chemin à suivre et qu'il est possible de le suivre et qu'il est possible d'appliquer des actions. Nous avons été au-delà de nos capacités et pour pouvoir mener notre travail et le faire en vérité en montrant et en disant aux femmes, vous n'êtes pas seules. Merci beaucoup à tous nos collègues du Bangladesh et des Philippines qui ont participé à ces études. Parfois, il est 7 heures du matin quelque part, 17 heures à un autre endroit, et donc ce n'est pas si simple, ce n'est pas une tâche qui soit vraiment très simple. Nous allons maintenant parler avec notre collègue, nous passons la parole à notre collègue Fida d'Ouganda. Merci beaucoup. Ce que nous avons appris en Ouganda et ce que nous avons appris de nos autres collègues, c'est de travailler avec des structures qui n'existaient pas. Ça a été une organisation qu'il y a eu en Afrique depuis toujours. Mais sans cette organisation, nous aurions été perdus, complètement perdus. Surtout en Ouganda, ce que nous avons vu concernant le sida et la justice des communautés et la capacité de ces personnes qui travaillaient a été quelque chose de vraiment très impressionnant à cause de cette crise. Les jeunes qui travaillent en tant que paralégaux, parajustice, nous ont apporté énormément de solutions. Et au-delà de la pandémie, sur une base continue et permanente. Et nous avons déjà vu que les organisations réalisent énormément d'activités pour améliorer justement la situation de la justice. Et ces acteurs également nous soutiennent grâce à leur téléphone, leur portable, etc. et grâce à des services en ligne qu'ils mettent à la disposition. Et ainsi, nous avons pu voir qu'il y a eu une réponse à ces nouvelles manières de se communiquer. Pardon. Merci beaucoup. Maintenant, nous passons la parole à Marcia du Brésil. Maintenant, tu as la parole. Marcia de Temis. Je vais essayer de faire une analyse très rapide de ce qui s'est passé ici, les pays qui ont participé à ce processus, le Guatemala, le Mexique, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, enfin, et ce qui nous attire notre attention, et c'est une question qu'il nous faut soulever, c'est que la totalité des pays nous montre que la totalité des institutions et des services de justice ont commencé à fonctionner à travers un travail à distance
en même temps que nous sommes rendus compte de la difficulté qu'avaient les femmes à se connecter à Internet et la difficulté qu'il y avait à atteindre de nouvelles technologies, que ce soit par le manque de connectivité, par le manque d'équipement ou d'accès numérique des femmes, surtout les femmes les plus âgées qui habitaient les banlieues et les zones les plus touchées. Nous, on peut voir que les réponses possibles dans ces circonstances continuent à exclure les femmes les plus vulnérables, les plus touchées et par conséquent empêche l'accès de ces femmes à la justice. C'est quelque chose à laquelle il nous faut faire face parce que cette solution ne va pas surgir toute seule et facilement, même si nous portons un regard sur l'après-pandémie. Par conséquent, si j'ai une leçon que j'ai apprise et que je voudrais vous la transmettre, c'est que si nous souhaitons avancer dans ce travail d'autonomisation légale, il faut commencer à chercher des stratégies d'autonomisation numérique pour ces femmes, que toute cette question d'Internet puisse atteindre les zones rurales, les équipements et les téléphones, tout ce qui est dispositif doit être moins cher et également, nous pouvons former ces femmes à cette modalité numérique et c'est indispensable si nous souhaitons construire un canal qui soit plus facile d'accéder pour ces femmes. Par conséquent, je place ceci comme un défi pour nous toutes et pour les gouvernements. Merci beaucoup. Marcia. Word back to AB to finish. I could not. I have to say that this study was only possible because of Donc, je voudrais dire que cette étude n'a été possible que grâce à l'effort de tellement de femmes qui sont nommées dans notre PowerPoint, le personnel d'administration, les fonctionnaires, tous ceux qui nous ont aidés à partir de Thémis pour que nous réussissions à mettre en œuvre cette initiative. Andrea, Isabelle, Simone, Daisy et toutes celles qui nous ont aidés pour mener cette enquête et ces études, ces recherches, pour faire les recommandations aux régions. Jade Alves, qui est la conseillère de Thémis, qui est présente ici, qui est une professionnelle paralégale et surtout, spécialement, merci à tous ceux qui ont travaillé en première ligne. Merci pour leur sympathie, leur amour, leur passion et pour leur dédication et leur collaboration concernant la réforme judiciaire pour aider ceux qui se trouvent en situation vulnérable. Merci pour votre soutien et votre amitié également. Ceci reflète et montre ce qui se passe actuellement dans le monde. Mais cette autonomisation légale ou judiciaire vraiment a été très importante pour nous, pour la justice de genre pendant la pandémie. Thank you. I just wanted to... Abby, je te passe la parole pour que tu termines. Pour les remarques finales, je voudrais dire que nous, à partir de notre réseau, nous travaillons spécialement très étroitement avec Marcia, Jade et tout le monde de Thémis et nous sommes engagés à surmonter les obstacles que nous avons concernant l'égalité des genres. Bien évidemment, nous sommes en train de commencer ce parcours. Nous sommes en train de commencer cette conversation et ce forum qui est disponible sur le site web. Nous vous invitons à toutes à ce que vous nous rejoigniez sur notre forum. Si vous voulez recevoir le rapport et
le matériel supplémentaire pour la justice, pour la ligne de devant, la première ligne et la justice pendant la pandémie. Je voudrais remercier particulièrement Luciana et Demis qui ont travaillé énormément et sans elles, nous n'avons pas pu réaliser cette rencontre et je vous remercie. Vous avez surmonté toutes les difficultés techniques. Je remercie l'équipe des interprètes, Alicia, Véronica, Sylvia, Hélène et Eleonora. Bien, nous sommes essentiels. Nous sommes des agents de changement et tous les problèmes doivent être abordés d'une manière de coopération. Ce n'est pas un parcours facile, mais c'est un chemin nécessaire que nous devons suivre, que nous devons parcourir ensemble et nous espérons que nous puissions continuer à travailler ensemble vers un objectif important, l'égalité des genres. Merci à toutes et je vous souhaite ce qu'il y a de mieux à vous toutes. Merci beaucoup à toutes les participantes, Denise, Yasmine, Denise.